Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour à tous, bonjour à tout le monde, partout où vous êtes, et bienvenue au deuxième caucus intersectionnel organisé par Black Lives Matter de Sudbury. Alors, je me présente, je suis Priscilla Mbemba et je suis la modératrice de l'événement. J'ai l'honneur d'être la modératrice de ce merveilleux événement. Je suis aussi agent de liaison culturelle au Centre de santé communautaire du Grand Sudbury. Je suis française d'origine congolaise et je suis très honorée d'être avec vous aujourd'hui. Alors, le thème de ce caucus est dualité de l'identité, les réalités d'être francophone et noir. J'ai avec moi des panélistes qui vont se présenter. Alors, je vais commencer par toi, Amadou, que je connais quand même un peu. Je vais te laisser te présenter en quelques minutes. Avant, si je peux interrompre, merci Priscilla d'avoir sauté là-dedans, tu es tellement experte, tellement bonne. Juste avant tout ça, je vais juste faire une petite introduction juste pour mettre en place tout ça, puis le caucus pour les gens qui viennent d'entrer. Pardon, je suis désolée. Vas-y. Donc, oui, je m'appelle Elsa et je suis membre du conseil d'administration de Black Lives Matter Sudbury. And quickly, I do want to say to everyone that in the Zoom chat, we will write translation for people to follow the conversation. Et puis, avant de commencer, parce que je suis sûre qu'on veut tous écouter la conversation qui s'en vient là, on veut souligner que BLM Sudbury est situé à Nswagamok, donc connu plus tard sous le nom de Sudbury. Donc, cette terre sur laquelle nous apprenons, travaillons et vivons est située sur les terres traditionnelles des Atikameksheng Anishinaabeg et de la Première Nation Wanapété, sur le territoire régi par le traité Robinson-Huron. Nous souhaitons également reconnaître la présence et l'importance contribution des peuples métis dans notre communauté sur ces terres. Ici, à Black Lives Matter Sudbury, on reconnaît que la réconciliation ne commence ni se termine par une simple reconnaissance des territoires. Nous devons travailler à décoloniser activement les espaces et à améliorer les modes d'apprentissage et de connaissances autochtones. De plus, nous devons être engagés dans la bataille en cours pour la souveraineté autochtone, donc l'accès à l'eau potable et demander justice pour les femmes autochtones disparues et assassinées et les personnes bispirituelles. De plus, nous voulons reconnaître que février est le mois de l'histoire des Noirs. Bien que l'oppression, la discrimination et les injustices systémiques ne puissent être réduites à un seul mois par an, il est important de reconnaître que cette période est l'occasion de nous éduquer, ainsi que notre famille et nos amis, sur les contributions historiques des communautés noires sur l'île de la Tortue. Donc, nous aimerions prendre un moment aussi pour remercier les commanditaires du caucus. C'est grâce à eux et leur générosité qu'on arrive à contribuer, à grandir et à organiser des événements tels que le caucus au sein de notre communauté du Nord. Alors, les biographies de nos panélistes et notre modératrice de la conférence et la liste complète des commanditaires du caucus se trouvent sur notre site web. Et donc, nous sommes aussi heureux d'offrir une interprétation LSQ pour chaque panel, fournie par Interprétation Signe-Parole, ISEP. Et à la suite de ce panel, vous allez recevoir un questionnaire à remplir et vous courez la chance de gagner des prix mettant en valeur les créations de notre artiste invité du caucus, Raven Debaski. Son illustration exprime le pouvoir de connexion entre les individus marginalisés à travers l'île de la Tortue. L'art dépeint l'interconnexion entre l'humanité et la nature. Le style artistique Woodland et les couleurs vives visent à célébrer la solidarité entre les communautés autochtones et noires. Donc, comme vous le savez déjà, votre modératrice pour ce panel, je la présente, c'est Priscilla Mbemba. Elle est excellente. C'est l'agente de liaison culturelle au Centre de santé communautaire du Grand Sudbury. Et nos panélistes, vous allez apprendre à les connaître, Amadou Ba, Jean-Jacques Fouda, Sandra Ganou et Ali Paul. Donc, merci à tous de votre participation pour le panel qui s'intitule « Dualité de l'identité, les réalités d'être francophone et noir ». Donc, sans plus tarder, je suis désolée, voici Priscilla Mbemba. Merci Elsa, merci beaucoup. Tu es toute belle, toute rayonnante. Alors, on reprend. Amadou Ba, on veut que tu te présentes en quelques minutes, on veut te connaître. Alors, qui es-tu, Amadou? Bonjour Priscilla, merci beaucoup. Bonjour Elsa, les membres de Black Lives Matter Sudbury et tous ceux qui nous écoutent. Donc, Amadou Ba, Canadien d'origine sénégalaise, Afrique de l'Ouest, qui vit dans la région depuis bientôt 12 ans.
Je suis enseignant, je fais de la recherche, j'écris, j'essaie de mieux connaître l'histoire du Canada à travers donc la communauté afro-canadienne aussi, des différentes vagues d'immigration, tous les enjeux, des questions qui sont liées à cette population-là au Canada. Donc, j'ai produit un certain nombre de livres sur la question. Merci beaucoup, Amadou. Ensuite, on a Ali Paul. Bonjour Ali, est-ce que tu peux te présenter en quelques minutes? Oui, bonjour. Mon nom, c'est Ali Paul. Je suis haïtienne et j'habite et j'ai grandi dans la région du Grand Montréal, de Jagé, sur les terres qui appartiennent au peuple Kanien'kehá:ka. Et je suis étudiante en sociologie et en études de la sexualité. Et je suis organisatrice au sein de Black Lives Matter Montréal du Jagé. Et donc, je suis organisatrice et je suis étudiante et créatrice de contenu. Merci beaucoup Ali. Ensuite, on a Jean-Jacques Fouda. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Priscilla et bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Jean-Jacques Fouda. Je suis étudiant international d'origine camerounaise. Donc, j'étudie à l'université de Hearst dans le programme d'administration des affaires. Donc, c'est ma dernière année à l'université. Je suis au Canada, ça fait déjà 3 ans, plus précisément dans la ville de Timmins. Et quand j'étais au Cameroun, j'étais consultant en management et en leadership. Donc, je suis aussi bien engagé dans plusieurs œuvres communautaires. Merci beaucoup, Jean-Jacques. Puis, on a Sandra Ganou. Sandra, est-ce que tu peux te présenter? Oui, bonjour Priscilla et bonjour chers panélistes et chers participants. C'est un honneur pour moi d'être là ici et je vous parle de Gatineau, un territoire traditionnellement cédé à Anishinaabe. Et je suis au Canada depuis 2011, donc à peu près comme Amadou, presque 12 ans. J'ai grandi au Burkina Faso. Je suis canadienne d'origine burkinabé, évidemment, et bon, je parle français. Je suis actuellement employée à la fonction publique, plus précisément à Affaires mondiales Canada, et je suis actuellement coprésidente du réseau des minorités visibles au sein de mon département. Wow, bravo Sandra, super beau parcours. On aura le temps d'apprendre encore à te connaître durant l'événement. Alors, avant de passer aux questions, j'aimerais un peu vous mettre dans le bain, comme on dit en France, et introduire un peu l'événement. Donc, pourquoi ce thème, pourquoi dualité de l'identité? Bien que ce pays soit officiellement un pays bilingue, donc anglais et français, je dis bien officiellement, la langue française est minoritaire. Donc, pour les francophones noirs, souvent racisés, qui habitent ces terres colonisées, il existe plusieurs obstacles et défis associés à l'appartenance à une minorité du groupe marginalisé. Donc, joignez-vous à nous pour une conversation autour des réalités que doivent affronter les francophones afro-descendants que nous sommes et les implications des expériences uniques qu'ils vivent au quotidien. Parlons de cette dualité d'être noir et francophone. Première question. Donc, pour cette première question, je vais donner la parole à tout le monde au fur et à mesure. Donc, en tant que personne à la fois noire et francophone, dans des milieux majoritairement blancs et anglophones, quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés? Je vais commencer par toi, Sandra, par exemple. Merci. Je ne sais pas si on va voir si j'ai beaucoup à dire, mais merci beaucoup, Priscilla, parce que tu as mentionné quelque chose quand tu commençais. C'est le caractère unique de nos expériences. Donc, j'aimerais juste mentionner que je parle par rapport à mon expérience personnelle et je pense que le défi majeur pour moi a été même le choc de me rendre compte qu'il y a toute cette histoire en fait, que le racisme, c'est réel et que, voilà, clairement, ce n'est pas un manque de compétences. Dans mon cas, ça a été plus dans le domaine professionnel que j'ai expérimenté, disons, des discriminations, des enjeux liés à mon ethnicité, mon origine,
etc. Plein d'intersectionnalités liées à mon identité. Donc, c'était un choc parce que j'ai grandi au Burkina Faso, comme je l'ai mentionné vraiment, et je n'ai pas été exposée à ce genre de discrimination-là. En Afrique, honnêtement, c'est plutôt une fierté, on ne se pose même pas la question. Il y a d'autres enjeux, c'est vrai, mais et il y a des enjeux liés à l'égalité des genres, mais pas à la race. Je pense qu'on est plus axé sur l'ethnicité. L'ethnicité, oui. Quand je suis arrivée, déjà, je tiens à mentionner que je reconnais que j'ai des privilèges aussi. Je suis arrivée, j'ai eu à étudier au Burkina, chose que peut-être d'autres personnes n'ont pas eu la chance d'avoir. Donc, je suis venue éduquer quand même et j'avais la prétention de penser que parce que j'avais un diplôme de l'université de mon pays, je venais déjà avec de l'expérience. Et puis bon, je commençais à chercher du travail et je vais mentionner aussi que je suis venue déjà avec la nationalité. Donc, je suis née ici, c'est que je n'ai pas grandi ici du tout. Donc, je suis carrément née. Et alors, bon, je me suis dit que oui, ce sont des avantages parce que j'ai ce privilège-là, mais le choc était... Bon, la réalité m'a frappée. Oui. Déjà, le sentiment d'appartenance n'y était pas. J'avoue personnellement que je suis venue en tant qu'étudiante, donc je me suis plus attachée à ce qui m'était familier, ma communauté burkinabé, les Africains. Mais quand il s'agit de s'intégrer dans le domaine professionnel, de chercher à évoluer, à chercher des stages, un emploi, et que dans le CV, c'est écrit Université du Burkina Faso, c'est le collège, c'est un nom. J'ai eu à faire plusieurs types de collèges, Nour, Al-Nour. Personne ne connaît ça. Bien sûr que la personne se pose des questions et Ganou n'est pas nécessairement commun. Donc, j'ai eu à faire des entrevues où, avant de me voir, en fait, on peut confondre avec gagnant. Donc, on se parle, mais mon accent et bien sûr mon apparence a changé un peu la donne. Donc, c'était vraiment c'est le premier défi que j'ai eu à expérimenter. Au-delà de ça, et ça m'a pris du temps pour réaliser que certains défis que je traverse ne sont pas forcément dus à mon inexpérience ou à mon manque de compétences. Donc, j'ai pris un coup au niveau de mon estime de moi. J'étais bien plus jeune, évidemment, en 2011, etc. Bon, je pense que c'était vraiment un défi identitaire où je devais me chercher moi-même dans un contexte majoritairement blanc, avec des défis différents, avec tout ce que j'ai connu. Et pour moi, qui était une fierté, qui me mettait en valeur, bon, ça n'avait plus ça ne faisait plus de sens dans ce contexte-là. Je pense que je vais laisser mes collègues parler parce que je pense que c'est le plus grand. S'il y a des questions, je vais poursuivre. Ok, merci beaucoup. Merci Sandra. Je vais te laisser répondre, Amadou. Oui, merci. C'est une très bonne question. Les défis que nous, en tant que personnes originaires d'autres régions du monde, quand nous arrivons ici au Canada, en fait, c'est des défis que beaucoup de personnes sont confrontées, hein, qu'ils soient originaires d'Afrique, d'autres régions, qu'ils soient francophones ou anglophones. Le fait de changer de milieu et d'aller dans un autre milieu, forcément, on va faire face à des défis. Mais ces défis vont être plus réels, dépendamment aussi de nos origines, de nos histoires, de nos réalités. Un certain nombre de facteurs peuvent accentuer ces défis-là. Par exemple, pour quelqu'un qui est africain, francophone, qui arrive dans le nord-est de l'Ontario, dans ces régions, bien sûr qu'il y a des défis. D'abord, on est dans un environnement où, historiquement, il n'y a pas une forte présence, en tout cas, il n'y a pas une présence ancienne de populations d'abord noires, mais aussi d'Africains francophones. C'est assez récent, ça ne donne pas le temps aux gens de mieux connaître ces populations, leur origine, leur culture, etc., etc. Donc là, c'est un premier défi
auxquels nous sommes confrontés, c'est-à-dire l'environnement, le milieu même où nous vivons. L'autre défi également, c'est vrai que moi, je suis arrivé ici en tant que quelqu'un qui a fait des études, qui a ses diplômes. J'ai vécu en Afrique et puis j'ai vécu en France et j'arrive au Canada. Normalement, je suis quand même quelqu'un qui est apte et prêt à faire beaucoup de choses. Mais comme j'ai dit une fois de plus, quand on n'est pas dans certaines grandes villes, on peut, dans le nord, peut-être que ça doit prendre un peu plus de temps. Ça prend du temps pour qu'on puisse être connu, ça prend du temps pour rentrer dans le système, ça prend du temps également pour apprendre à connaître le milieu. Le défi aussi, comme je dis, de reconnaissance, on peut des diplômes. Hein, on peut avoir les diplômes les plus élevés, arriver dans certaines régions également. Ce n'est pas toujours aussi reconnu que ça. Il faut aller retourner à l'école, il faut faire un diplôme, il faut chercher du travail. Donc, il y a certainement des défis au début qui retardent un peu l'intégration, mais aussi le défi de l'environnement. Hein. Nous venons des pays tropicaux, il fait moins froid, il faut s'adapter, il faut avoir sa voiture. Il y a énormément de facteurs qui rentrent en jeu, qui fait que nous devons véritablement se battre très fort pour qu'on puisse vraiment s'imprégner, s'intégrer dans la société où nous vivons. Donc, ce sont des défis comme ça, mais qui ne sont pas, quand même, heureusement, qui ne sont pas insurmontables, à force d'apprendre à connaître le milieu, d'y rester, d'apprendre à connaître les gens, d'aller vers les gens, etc. Et puis, finalement, on finit par faire ses marques, on finit aussi par s'intégrer progressivement. Donc, c'est ça. Moi, mes défis, c'était plus des défis liés à l'environnement, des défis liés un peu à ma connaissance de qui je suis, d'où je viens, quelles sont mes valeurs et quelles que je peux apporter aussi. Voilà un peu cela et un défi donc lié dans la région spécialement au manque de présence historique assez longue des personnes comme moi qui habitent ici. Donc, tout cela, ça joue. Merci Amadou. Et toi, Jean-Jacques, quels ont été tes défis en tant que noir et francophone dans le nord de l'Ontario? Merci Priscilla, très bonne question. Je pourrais dire que d'entrée de jeu, lorsque moi je venais au Canada ou bien j'avais l'intention de venir, je voyais le Canada comme étant un pays, vraiment comme étant un paradis où vraiment tout est possible. C'est vrai que ça n'a pas changé, mais le fait d'être sur le territoire, maintenant, tu te rends compte que ta vision que tu avais bien avant est véritablement différente lorsque tu es présent. Je suis arrivé, j'ai pratiquement fait 5 mois d'abord à Montréal, où mon adaptation et mon intégration se sont faites de façon très simple parce qu'il y a la famille, il y a la communauté africaine et plus précisément camerounaise qui est là. Donc, tu te sens là, présent, comme si tu n'as pas quitté l'Afrique ou bien ton pays. Et tu arrives même à manger encore les mets chez toi. Mais lorsqu'il fallait maintenant venir au niveau du nord de l'Ontario pour commencer les études, il y a un premier, je vais être un peu structuré, mais la première chose ou bien le gros défi, c'est la socialisation. Parce que je l'ai observé à travers mes camarades, mais aussi j'ai vécu ça. Donc, cette socialisation-là s'éclate en plusieurs aspects. Donc, il y a d'abord la langue. On vient dans un pays où on a choisi, par exemple, une université qui est francophone, mais on vit dans une ville qui est à 90% anglaise ou bien anglophone. Ça crée d'abord un système où on est 100% francophone, on ne parle pas, on ne sort même pas un mot en anglais. Ça crée un premier défi. La culture. D'où est-ce que tu viens? Comment est-ce que tu t'adaptes? Tu as tes habitudes. Et arriver au Canada, ou bien arriver à Timmins, là où je suis, tu vas retrouver des Congolais, des Ivoiriens, des Maliens, etc., des Canadiens. Comment eux, ils ont leur culture, ils ont leur diversité à eux. Il faudrait s'adapter. Ce n'est pas quelque chose de facile. Par exemple, tu vas te retrouver avec des Sénégalais, 2 ou 3 Sénégalais qui parlent le Wolof, qui sont habitués de parler le Wolof. Et toi, parfois, tu peux être avec eux. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas parler avec toi, mais il y a ce gouffre-là qui crée un peu de la zizanie. Il y a l'autre défi, le troisième que je pourrais citer, ce sont les comportements discriminatoires et racistes. Il faudrait le dire clairement et net. Moi, j'en ai vécu
des personnes proches à moi ont vécu ça. Et c'est quelque chose qu'on ne parle pas assez. Peut-être on est dans une petite ville, mais c'est choquant parce que tu te dis, mais est-ce que quand moi je venais au Canada, je n'avais pas cette idée du Canada. Je n'avais pas cette idée qu'on allait, par exemple, me refuser un emploi parce que je suis noir ou bien ne pas m'accorder quelque chose parce qu'on trouve que mon accent n'est pas assez bien prononcé, etc. Il y a également, je peux dire, l'intégration communautaire, en sorte qu'on se retrouve dans un endroit où nous n'arrivons pas à pouvoir nous intégrer avec tous ces éléments que j'ai cités au préalable. Et il y a un constat que j'ai fait. L'autre défi, c'est une absence ou un manque de mixité. Par exemple, à l'université, ma première année, on avait, par exemple, lorsqu'on formait des groupes de travail, tu te rends compte que les Africains travaillent seulement entre eux, des Canadiens entre eux, des Indiens, ils marchent entre eux quand tu les vois en ville. Et ça crée quelque chose de choquant. C'est un choc culturel, c'est quelque chose qui te dit, wow, moi, je n'ai pas connu ça. Et d'entrée, ça ne te met pas dans de bonnes conditions, sachant par exemple que moi, je venais de Montréal où tout était correct et puis je retrouve ces aspects de socialisation-là qui ont été difficiles, mais qui, au fur et à mesure, on a essayé un peu de surmonter ça comme on a pu. Merci beaucoup Jean-Jacques pour cette expérience. Je te pose la question à toi, Ali. Quels ont été tes défis en tant que femme noire et francophone? En entendant les expériences des autres, je pense que c'est vraiment sur cette question que peut-être mon expérience va être un peu différente. Donc, comme je l'ai dit plus tôt, je suis née et j'ai grandi dans le Grand Montréal, donc au Québec, qui est une province francophone. Et donc, pour la majorité de ma vie, j'ai été dans un milieu francophone. Mais évidemment, étant d'origine haïtienne et ayant l'air de quoi j'ai l'air, c'est sûr que c'était définitivement un privilège de parler français, d'avoir un accent québécois quand je parle français, mais évidemment qu'il y a eu des défis, spécifiquement parce que oui, c'est un privilège de parler français, mais la barre est plus haute pour nous, pour les Noirs qui habitent au Québec. Donc, notre accent est vraiment plus jugé. Si je pense par exemple à mon père qui a un accent un peu plus français international quand il parle français, c'est sûr que les gens ont une façon de voir ça et dans mon cas à moi, c'était souvent d'avoir à me... un peu moins maintenant parce que bon, j'ai 24 ans, je suis un peu plus vieille, mais quand j'étais adolescente, par exemple, tu sais, d'avoir l'impression que je dois absolument m'assimiler parce que si je ne fonds pas dans la masse, ben, les gens vont vraiment se rendre compte que bon, je suis noire et que mes parents ne viennent pas d'ici. Et donc, c'est toujours de s'assurer que ce qu'on confond dans la masse, en fait. Puis qu'on ne peut pas ressortir du lot parce qu'on ressort déjà du lot, peu importe ce qu'on fait. Et ensuite, d'aller à l'université. Donc maintenant, j'étudie dans une université anglophone. Je dirais que je n'ai pas vraiment un accent, entre guillemets, quand je parle anglais. Donc, ça a été un privilège en soi aussi, mais c'est aussi le jugement des autres francophones quand tu leur dis que tu vas dans une université anglophone parce que c'est du jugement parce que les gens pensent que tu n'es pas assez québécoise, ce qui est une autre question, totalement une autre question de est-ce que même je veux être québécoise, est-ce que c'est quelque chose, est-ce que c'est une identité à laquelle je veux appartenir de toute façon. Mais donc, c'est ça, je dirais que c'est beaucoup de jugement parce que si on veut être accepté par la majorité blanche au Québec, il faut vraiment... il faut un peu vénérer la culture québécoise et tout ce qu'elle représente, même si s'il y a beaucoup de points négatifs. Encore une fois, là, on est quand même sur des terres non cédées. Donc,
si même on parle de ces enjeux-là, on se fait regarder de travers. Donc, c'est ça, je dirais que mon expérience de ce niveau-là était un peu différente parce que j'ai grandi dans un milieu francophone, mais les enjeux sont quand même similaires parce que même s'il y a beaucoup de gens au Québec qui ne voudraient pas l'entendre, la majorité francophone est quand même oppressive, que ce soit envers les peuples noirs, mais aussi évidemment là, envers les peuples autochtones qui sont encore ici. Merci beaucoup. Merci Ali. Sandra, tout à l'heure, tu nous as parlé un peu de tes défis professionnels par le fait d'être une femme noire et francophone. Et j'aimerais savoir comment tu as pu naviguer en fait cette intersection d'être noire et francophone. C'est pas où. Je peux ajouter, tu es une femme, d'accord? Ça fait beaucoup de minorités en une personne. Tu es une femme, tu es noire et tu es francophone. Au niveau du travail, du coup, tu nous as parlé de quelques défis. Comment tu as pu faire pour surmonter ces défis-là? Est-ce que ces défis existent toujours ou bien tu as pu les surmonter? Ces défis, disons que dans l'environnement, ils existent, mais la manière dont je les surmonte est différente. Donc, qui j'étais il y a 7 ans est différent évidemment de qui je suis aujourd'hui. Au début, j'avoue que je les surmontais en gros, en juste laissant couler, en ne me défendant pas, en me posant véritablement la question, est-ce que c'est une question de compétence? Peut-être que c'est juste que je suis pas qualifiée ou que cette personne, personnellement, ne m'aime pas particulièrement. Je pense que la première chose, c'était véritablement à l'époque et jusqu'à aujourd'hui, c'est le cercle, l'environnement dans lequel je suis et des alliés aussi. Des gens qui ont l'ouverture, vers qui je pouvais, en tout cas j'ai eu cette chance-là, je pouvais aller et exprimer mon mécontentement. C'est vrai qu'il n'y en avait pas beaucoup à l'époque de personnes qui comprendraient et qui ne se diraient pas, ben, si tu n'as pas les compétences, c'est juste parce que bon, tu n'as pas sûrement tu n'as pas les compétences. Mais je pense que le premier point, c'est qu'en tant que francophone, il faudrait aussi prendre avantage je dirais, du système. Oui, il y a une discrimination systémique où il y a des enjeux systémiques, je parle pour mon cas, mais il y a aussi le fait que finalement, au Canada, le Canada est supposé être bilingue. Donc, ça m'a pris un peu de juste avoir un peu d'assurance et me dire, OK, je suis venue au Canada, c'est vrai que ma responsabilité est de comprendre aussi l'anglais, mais si je cherche un emploi bilingue et que j'ai les deux langues, si on me demande, OK, est-ce que tu peux parler en anglais beaucoup plus? Je comprends que le poste ils sont libres de déterminer qu'est-ce qu'ils veulent dans le poste, mais à partir du moment où on demande un statut bilingue et que je m'estime apte, je pense que le défi, c'est de prendre sur moi et dire, OK, moi, je sais que j'ai les compétences parce que je parle les deux langues. Je suis francophone d'origine. Il n'y a pas de raison que ce soit un obstacle. Si maintenant, et sincèrement, j'ai appris à juste l'exprimer en tout respect, avec le respect, avec les bonnes valeurs, pour que la personne décide en son âme et conscience ce qu'il en est. Bon, évidemment, ça ne fonctionne pas tout le temps, mais au moins, en ce qui concerne mon identité, ça m'a appris à prendre de l'assurance et à véritablement poser, disons, une main sur la table. Et j'avoue que le défi que sûrement plusieurs femmes expérimentent, c'est le fait de... En fait, on est sur la table, on peut nous donner accès à la table, à discuter, mais en même temps, on se sent un peu invisible, dans le sens où on parle, mais on dirait on écoute, mais on ne considère pas ce qu'on dit. Et puis après, tu peux entendre la même idée avec quelqu'un, et puis là, tout le monde est comme, oh oui, c'est vrai, c'est une bonne idée.
Ça, c'est des choses que j'ai expérimentées dans mon emploi. Et c'est vraiment difficile à digérer. C'est vraiment une fois, deux fois, OK, mais après, et c'est encore pire quand le fait d'être noir, disons, des hommes noirs vont dire, oh, tu exagères. Je comprends parce qu'ils ne comprennent pas, mais je sais que ça n'a rien à voir puisque je comprends, je sais la même idée. OK? Ce défi-là, il est encore là, mais véritablement, j'avoue que plus je me connaissais mieux et j'avais de l'assurance, et j'ai pris de l'assurance en fonction de... Oh, excusez-moi, mon micro est en train de... Okay. On t'entend bien. Vous m'entendez? OK. Oui. Je dis, plus j'ai pris de l'assurance et j'ai vraiment appris à prendre conseil sur ceux qui étaient là avant. La vérité, c'est que je ne suis pas la première, je ne serai pas la dernière. Mais j'ai la responsabilité de contribuer à un changement pour ceux qui viennent. Donc, c'est ce que moi, je me dis. À un moment donné, on ne peut pas faire de grandes choses peut-être, mais chaque petite pierre qu'on met à l'édifice est importante. Voilà pourquoi vraiment j'admire ce que vous faites, parce que c'est ça, en fait. On ne va pas changer le monde du jour au lendemain, mais surmonter ces défis-là, j'avoue que c'est un cheminement. Il y a des défis qui sont surmontés, mais en tant que femme noire, il y a l'aspect genre, en fonction même des autres noirs, masculin, et le fait qu'en plus, mais si on parle même de l'aspect générationnel, un vieux monsieur blanc, qui, même si souvent même ils ont même voyagé, mais c'est toujours difficile. Bon, là, faut choisir ses combats dans la vie. Merci Sandra. Quand je vous ai écouté tout à l'heure, je ressens pour vous quatre, vous avez vraiment eu de gros défis et comme une crise identitaire. Enfin, je l'ai ressenti, c'est ce que j'ai vécu aussi en arrivant. Mais je vois que Jean-Jacques nous a parlé de cette histoire d'accent. Ali nous a dit qu'il y avait des choses que les Québécois faisaient, qu'elle devait approuver alors qu'elle n'était pas forcément d'accord. Amadou nous a parlé du temps. Il fait froid et puis on est dans le nord de l'Ontario, donc ils n'ont pas l'habitude de l'immigration francophone noire. Donc il y a beaucoup de choses. Donc je sens beaucoup comme une grosse crise identitaire. Et il faut savoir que les individus de première, deuxième, troisième, voire quatrième génération, issus de familles migrantes, dont moi je fais partie, mais bon, ce n'est pas au Canada, moi, mais c'est en France, font face à de fortes questions d'identité. Ils sont à la fois canadiens, noirs, immigrants, ils appartiennent à des groupes fortement marginalisés, ils font donc face à des questionnements et des tiraillements identitaires. Des fois, on ne sait pas qui on est. Moi, quand je suis arrivée au Canada, des fois, je me dis, bon, est-ce que je suis congolaise, je suis française. Des fois, quand je disais que je suis congolaise, mais non, tu es française parce que tu es née en France. Mais non, mais je suis congolaise. Parce que quand j'étais en France, je ne pouvais pas dire que j'étais française. En fait, quand je disais que j'étais française, on me disait, non, tu es congolaise. Tu n'es pas française. On ne m'a jamais considérée française en France. Je suis congolaise pour eux. Donc, quand je suis arrivée ici, j'avais du mal à dire que j'étais française parce que je suis congolaise. On me dit, mais non, tu es française. Donc, j'étais comme embrouillée dans ma tête. Donc, on fait face à des questionnements et une grosse crise identitaire. Et on peut se poser la question, quelle est ma relation du coup avec ce pays d'origine? Est-ce que je suis assez noire? Est-ce que je fais partie de la communauté franco-ontarienne? Qu'est-ce que être canadien? Ils se posent ces questions, ces enfants d'immigrants. Donc, comment arrivez-vous à concilier toutes ces facettes de votre identité? Je vais poser la question peut-être à toi, Amadou. Qu'est-ce que tu dirais à ces enfants-là? Ils sont en pleine crise identitaire. Oui, moi, je pense qu'il faut d'abord faire un diagnostic. Parce que ces questions de noir, blanc, tout ça, c'est des constructions finalement. Être noir, c'est une construction. Être blanc, c'est une construction. Oui. Vous comprenez? Oui. Et pour que ça change, d'abord, comme j'ai dit, moi, je parle souvent en tant qu'historien. Et je sais que c'est toujours très important de comprendre ce qui s'est passé avant pour mieux comprendre ce qui se passe actuellement. Quand on dit, ouais, les Noirs, c'est vrai, parce que nous avons vécu une histoire particulièrement difficile
et qui a forgé les mentalités, qui a forgé les imaginaires, qui a forgé le regard sur nous en tant que communauté issue d'une histoire qui vit les conséquences d'une histoire. Ça, c'est une chose très difficile, mais dont on a besoin nous-mêmes de comprendre, mais aussi de faire comprendre aux communautés dans lesquelles nous vivons. C'est pour cela qu'il est toujours important, dans ces moments-là, de retourner à l'histoire, etc., etc. Ça, c'est le premier étape. Deuxième étape, c'est l'éducation, notamment quand je parle de nous, francophones noirs originaires d'Afrique, ce manque de connexion entre la communauté francophone d'accueil que nous avons trouvé ici. Et c'est un peu regrettable parce que quand on regarde les chiffres, par exemple, notamment Statistique Canada, on va voir que les populations qui parlent le plus, par exemple, en tout cas pour les francophones du Canada, si on prend le pourcentage, que les populations canadiennes noires d'origine africaine francophone ont un niveau plus élevé de la pratique de la langue française à la maison, comme quand on prend l'ensemble, par exemple. Et ça se comprend également dans l'histoire de la colonisation. Parce que vous savez très bien que l'Afrique, quand même, notamment l'Afrique francophone, est l'endroit aujourd'hui où on parle le plus français dans le monde. Par exemple, énormément de pays, on n'est pas loin de 200 millions de personnes qui parlent cette langue-là. Même s'ils ont leur langue africaine, ça ne change pas qu'ils ont fait leur système d'éducation, ils écrivent, ils travaillent, ils parlent en français, et quand ils viennent ici aussi, ils s'expriment en français. Donc, c'est là, et on voit aussi dans cette immigration francophone que l'Afrique francophone ne cesse d'augmenter. Hein, le pourcentage augmente beaucoup. Oui, oui. Alors, est-ce que les gens sont suffisamment préparés à ces réalités-là, à comprendre cela? Ça, c'est une chose. Il me semble que c'est très important. Mais l'autre chose aussi, je crois qu'il y a un rôle à jouer pour les immigrations de première génération, mais aussi de deuxième et de troisième génération, notamment quand on arrive dans des pays comme le Canada avec des projets de vie, d'être Canadien. Il ne faut pas toujours s'identifier également en tant que quelqu'un de son pays d'origine. Oui, nous sommes originaires d'Afrique, nous sommes des immigrants, mais nous ne sommes pas un cas particulier. Le Canada est un pays de diversité, de multiculturalisme. Ces gens qui se disent originaires du Congo, du Sénégal, mais il y a beaucoup qui sont originaires de l'Afghanistan, du Népal, du Pérou, de l'Irlande, de l'Écosse, de la France. C'est un pays d'immigration, de multiculturalisme et tout ça. Donc, moi, ce que je voudrais dire simplement, c'est le plus qu'on reste dans un pays, 10 ans, 15 ans, 20 ans, c'est important de se faire un travail psychologique personnel. D'abord, de se considérer Canadien d'abord. Canadien dans un pays, dans la mesure où je vis dans un pays, je vis dans l'environnement, je travaille ici, toute ma vie se passe ici, etc., etc. Donc, c'est ne pas laisser simplement aussi à l'autre de désigner qui nous sommes. Puisque généralement, l'autre qui te dit est-ce que tu es congolais, si tu es sénégalais, peut-être que lui, c'est une question d'une ou deux générations après. On ne sait pas. Donc, ce n'est pas la couleur de la peau qui doit déterminer si nous sommes Canadiens ou pas. Ce n'est pas notre patronyme qui doit déterminer ça. C'est simplement notre vie nouvelle, notre engagement, notre vie sur place. Donc ici, je trouve qu'il y a un travail interne, psychologique à faire. Cette acceptation que, OK, je suis Canadien, mais je suis Canadien originaire de tel. Et une fois que ce passage est fait, ce sera encore beaucoup plus facile de faire le relais envers les jeunes, les enfants. Hein, parce que si nous sommes la première génération, quand les enfants arrivent, si nous avions un niveau d'intégration et d'acceptation de 5, 10, il faut qu'ils aillent à 15, 20% ou 30, 40% après les prochaines générations. Donc, vous voyez, mais tout cela, il me semble qu'il y a un travail très fort d'éducation. Et généralement, le travail d'éducation qu'on fait, c'est plus destiné à la communauté d'immigrants qui arrivent. Il y a moins de travail qui touche la communauté d'accueil. Et ça ne peut pas fonctionner si simplement, ce sont les gens qui arrivent, OK, on doit apprendre à connaître le Canada, etc. Et qu'on ne fait pas le même travail des gens qui sont sur place pour qu'ils comprennent les gens qui arrivent, ce qui sont, leur culture, leur histoire, qu'est-ce qu'ils apportent, pourquoi ils sont là, en quoi le fait d'être ensemble, de travailler ensemble, ça pourrait redynamiser notre communauté, renforcer notre économie, notre développement. Donc, ce manque de connexion entre les gens qui arrivent et les gens qui trouvent ici, dans le contexte, je parle de la francophonie, pour moi, c'est un peu dommage et nous devrons beaucoup travailler là-dessus parce qu'après tout, si nous sommes ici, vous l'avez bien dit, donc c'est parce que aussi nous partageons une langue. Et cette langue que nous partageons,
ça date pas d'aujourd'hui, ça date des siècles. Moi, je viens d'un pays comme le Sénégal où pendant que les explorateurs français arrivaient ici dans les années 1600, mais ils ont créé le comptoir de Saint-Louis au Sénégal en 1659. Les relations commencent à cette période-là. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Donc, je veux simplement dire par là que nous avons tous un travail important à faire en tant que personnes qui arrivent dans des pays où nous venons d'arriver et tout, à travailler fort pour s'adapter. Je sais que nous, on le fait. Moi, quand je suis arrivé ici au Canada, je parlais français, je ne parlais pas anglais. Mais au fil des temps, maintenant, j'ai quand même 10 ans, 11 ans, je travaille avec les deux langues. Hein? Je suis enseignant à la fois à Laurentine et à Nipissing. Nipissing, c'est 100% anglais. Je travaille avec les langues. Donc, je vous dis simplement que on doit faire aussi, personnellement, un travail très fort, très intense pour s'intégrer et s'adapter. Parce que ce n'est pas facile de changer de milieu, que ce soit quitter l'Afrique, aller au Canada, ou quitter l'Afrique, aller en Irlande ou au Brésil, ça va être la même situation. Donc, c'est apprendre à connaître les milieux, travailler fort pour s'adapter, mais aussi que donner la chance aux populations qu'on a trouvées sur place, les donner des programmes, les aider. Vraiment, il y a beaucoup de choses qu'ils doivent apprendre aussi aux gens qui arrivent pour mieux que la synthèse se fasse entre eux. C'est simplement ça que je voulais ajouter. Merci. Merci beaucoup, Amadou. J'ai cette question pour Ali et Jean-Jacques. Je vais commencer par toi, Jean-Jacques. Bon, je ne sais pas si tu as des enfants, donc imagine, tu as ton fils, un bon petit camère là, et puis il te dit, papa, je ne sais pas, je ne comprends pas. En plus, toi, tu es dans le nord de l'Ontario, à Timings. Donc, il te dit, ben, papa, je ne sais pas si je dois me sentir franco-ontarien. Bon, moi, personnellement, c'était un terme que je ne connaissais pas, que j'ai appris en venant ici. Donc, je ne sais pas si je dois être fière d'être franco-ontarien. Je vous pose cette question parce que c'est une question que mes enfants aussi m'ont posée. Donc, et à mon ami à l'école qui m'a dit que moi, je ne peux pas être franco-ontarien parce que j'ai pas la couleur. Parce que on lutte, c'est vrai pour ça, mais beaucoup assimilent encore le franco-ontarien à un visage blanc. Il faut dire la vérité là. Donc, ton fils vient de dire que voilà, papa, moi, je ne me sens pas franco-ontarien, j'ai du mal, je ne sais pas, je suis qui? Est-ce que je suis camerounais? Est-ce que je suis franco-ontarien? Je suis qui? Qu'est-ce que tu lui réponds? Merci. Tout d'abord, avant de répondre, j'aimerais juste faire une petite introduction pour dire que par rapport à cela, à ce niveau, le rôle du parent est véritablement primordial et important. La façon dont le parent viendra éduquer son enfant va déterminer véritablement l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte de cet enfant-là. Et il y a ce qu'on appelle généralement le sentiment d'appartenance qui doit être construit dès l'enfance. Il est né au Canada, dans une communauté franco-ontarienne. Les parents sont d'origine africaine, camerounaise, congolaise, je ne sais pas. Mais on doit faire comprendre qu'il appartient aux deux communautés de manière générale. Exact. Tu es franco-ontarien, tu es né ici. Il n'y a pas une identité, il n'y a pas des facteurs, il n'y a pas des éléments spécifiques qui identifient les personnes franco-ontariennes. Lui faire d'abord comprendre ça. Que tu sois noir, jaune, métisse, etc. Le plus important, c'est que tu appartiens à cette communauté-là, tu grandis, tu es en train de pouvoir apprendre des choses au sein de ces communautés. Cependant, l'enfant doit comprendre et connaître que son parent vient de quelque part. Et ce parent-là a eu à vivre en Afrique, dans son pays d'origine, et il ne faudrait pas renier cet aspect-là, parce que c'est grâce à ça qu'on fait toujours des liens. Parce que même après, lorsque l'enfant aura aussi ses enfants, il devra aussi transmettre cette capacité-là à dire que, OK, mon père m'a fait comprendre. Et aussi, je trouve que le rôle d'éducation des parents doit vraiment ne pas seulement se limiter à dire que voilà d'où je viens et tout. Il faudrait aller faire des visites, amener les enfants dans le pays et dire voici d'où je viens, voici tes cousins, voici ma culture, voici où est-ce que j'ai grandi. C'est aussi ta culture. Il faudrait que tu comprennes ça. Tu es dans un monde de dualité où tu es né dans une communauté et que tu appartiens à cette communauté-là et tu as aussi des origines à cette communauté africaine, tu dois pouvoir travailler dessus. L'autre élément qu'il faudrait aussi travailler chez cet enfant, c'est de cultiver des valeurs. Ça veut dire quoi? Si moi, je suis un parent et je me dis, j'ai des valeurs qui me permettent que lorsque je suis arrivé au Canada, par exemple, j'ai été peut-être
j'ai rencontré des défis, des personnes ont apporté un élément de discrimination ou bien de racisme vis-à-vis de moi. Ça m'a forgé, mais je suis quand même quelqu'un de digne, d'intègre. Je suis fier d'être noir, je suis fier d'être francophone et ça m'apporte des avantages. Développer ce construit-là au sein de son enfant. Parce que je vais peut-être prendre un exemple, s'il faut peut-être revenir à moi. Lorsque je suis arrivé ici, on visitait la ville, par exemple. Il y avait des gens qui n'étaient pas habitués à voir des personnes noires et qui prenaient, par exemple, des photos de nous sans notre consentement, avec une voiture ou bien quelqu'un en train de rouler, il nous voit bizarrement, il nous regarde bizarrement. Moi, ça me disait pratiquement rien. Mais après, je laissais toujours et puis je me disais non. Mais là où il y a eu un chamboulement, c'est que mon ami a vécu une expérience pas bonne du tout avec les forces de police et ça a vraiment créé un boom, pas seulement chez moi, mais chez plusieurs autres personnes. Et c'est là où on a dit non, il faudrait construire. On a des valeurs, on vient de quelque part, on sait ce qu'on est venu faire ici et on doit construire quelque chose. Donc, et c'est comme ça que cette dynamique ou bien ce sentiment-là est né. Et du coup, je me suis retrouvé, par exemple, là où je travaille, à avoir une situation où j'ai reçu un appel d'un client. Il avait du mal à m'entendre et moi aussi, j'avais du mal à l'entendre parce que l'accent était différent des deux côtés. Et je demandais ses informations personnelles. Malheureusement, il n'arrivait pas à me donner et il était là où il y avait du bruit. Et d'un moment, il s'est fait quoi? Il s'est énervé et il m'a dit en anglais, excusez-moi les paroles, c'est un peu dur, fucking immigrant. Il a raccroché. Bon, c'est là où moi j'ai dit, OK, je suis resté pro parce qu'il fallait terminer mon shift et il fallait continuer. Mais à la fin de mon shift, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis assis, j'ai fait une lettre à ma manager. J'ai dit, voici ce qui s'est passé. Si ce monsieur appelle une seconde fois, et parce que je vais savoir s'il a appelé, parce qu'on a un système, s'il appelle et que vous lui fournissez le service dont il a besoin finalement, moi, aussitôt que je connais ça, je dépose ma démission parce que je suis quelqu'un qui a une sorte de dignité, qui est assez intègre. Je suis fier de ma personne, je suis fier de mes origines, je suis fier de ma langue et je suis prêt à m'adapter, peu importe la situation. Mais je ne souhaiterais en aucun cas qu'on me manque de respect sans me connaître et puis qu'on ne me respecte pas de manière globale. Et heureusement, ma manager a été tout à fait d'accord avec moi. Elle a dit, ne t'inquiète pas. Et heureusement, le monsieur n'a pas rappelé pour demander le service. Et c'est ce genre de comportement qu'il faudrait éduquer avec ses enfants, du genre construire ça et dire, tu es une personne qui a des origines, tu vis ici, mais tu es quelqu'un de valeureux, tu as des valeurs et tu dois pouvoir les montrer. Tu dois être fier de ce que tu es. Et par exemple, être francophone, moi je travaille dans un endroit où je travaille, c'est 100% en anglais. Mais lorsqu'on a besoin de mes services, je suis fier parce que je suis le seul francophone et je suis là, je viens faire des traductions et je suis là, je viens répondre à des clients francophones, etc. Ça apporte un plus. Montrer ce bon côté des choses et dire à son enfant, voilà la valeur ajoutée et voilà comment est-ce que tu dois construire ta personne. Peu importe que tu sois né dans le nord de l'Ontario, mais tu dois aussi savoir d'où tu viens. Ok, merci. Merci beaucoup, Jean-Jacques. Je te pose la question, Ali. Tu nous parlais tout à l'heure tu as vécu beaucoup de choses difficiles au Québec par rapport à tes origines haïtiennes et puis tu as dû faire accepter des choses que tu n'avais forcément pas envie d'accepter. Donc, qu'est-ce que tu dirais, toi, à tes enfants qui vivraient la même chose que toi, tu as vécu? Parce qu'en tant que maman, je pense que tu n'aimerais pas que tes enfants vivent certaines choses que toi, tu as vécues. Donc, comment tu les forgerais? Parce que Jean-Jacques a dit que c'est le rôle des parents. Donc, toi, comment tu forgerais tes enfants à ça? Oui, je pense que c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Évidemment, je n'ai pas d'enfants encore, mais j'ai deux petits frères. Donc, j'ai 24 ans, j'ai un petit frère qui a 19 ans et l'autre a 14 ans. Et puis, je trouve que c'est vraiment intéressant de voir comment c'est à peu près 5 ans d'intervalle entre chacun de nous, on a grandi dans ce milieu-là.
Mon plus jeune frère, on n'a pas la même mère. Sa mère est d'origine française. On a le même père qui est d'origine haïtienne. Et puis, c'est vraiment intéressant de voir comment lui, même s'il est né au Québec, qu'il est grandi au Québec, il ne s'identifie pas du tout comme Québécois. Il ne s'est jamais identifié comme étant Québécois. Mon frère du milieu se considère pas comme étant Québécois, mais quand il était plus jeune, il s'identifiait comme Québécois. Et on n'a jamais vraiment eu de conversation avec nos parents de comment ça s'est fait. Mais je pense sincèrement qu'il y a un tournant spécifiquement au Québec. Je ne peux pas dire pour les autres provinces, mais d'enfants d'immigrants qui ne s'identifient pas, et surtout ceux qui ne sont pas blancs, là, il faut le dire, mais qui ne s'identifient pas avec la culture québécoise et avec le peuple québécois. Et donc, si j'avais des enfants, j'ai l'impression que ce serait probablement le cas, potentiellement, je ne sais pas, mais en tant que parent, ce que je leur ferais comprendre, c'est sûr que c'est que premièrement, c'est leur choix, que s'ils s'identifient avec le peuple québécois, c'est correct, que je n'ai pas envie de les influencer d'un côté ou de l'autre, mais que c'est important de savoir que leur mère est d'origine haïtienne et que c'est quelque chose dont ils doivent être fiers parce que, et spécifiquement, le peuple haïtien, je suis extrêmement fière d'être haïtienne, de venir de la première République noire. C'est quelque chose qu'on a droit d'être fier. Et puis, surtout qu'il y a une grande communauté haïtienne à Montréal. Donc, ça serait de leur dire que c'est un choix qu'eux, ils peuvent faire. S'ils décident de s'identifier avec le peuple québécois ou non, s'ils s'identifient plus comme étant canadiens, mais que, comme Jean-Jacques a dit, qu'il y a des valeurs à transmettre, je veux leur transmettre la fierté d'être haïtien, je veux leur transmettre notre magnifique cuisine, je veux leur transmettre donc c'est ça, cette fierté-là, puis aussi qu'ils sachent qu'ils n'ont pas à prendre ce choix-là et surtout pas ce choix-là, que ce choix-là soit influencé par l'opinion des Québécois blancs. Que ce n'est pas à eux de prendre cette décision. Je pense que c'est toi qui as parlé plutôt là, de ne pas savoir si tu étais française, si tu étais congolaise. Et puis, je pense que j'ai été aussi dans la même situation. Je pense que plusieurs d'entre nous, probablement sur ce panel-là aussi. Et moi, personnellement, cette hésitation-là venait spécifiquement des Québécois blancs. Et exactement, c'est ça. Ouais. D'avoir l'impression que c'est leur opinion et que c'est eux qui peuvent déterminer mon identité. Et ça, c'est un non catégorique pour moi. Donc, j'inculquerais ça à mes enfants. C'est certain que ce n'est pas les Québécois blancs qui peuvent leur dire qui ils sont, qu'ils décident eux-mêmes qui ils sont. Merci. Merci, Ali. Merci beaucoup pour ta réponse. Il y a une question de Monique sur Facebook. Alors, elle demande, donc elle dit merci beaucoup à vous pour cette présentation, c'est vraiment apprécié. Question pour les panélistes. D'après votre expérience, pour ceux et celles d'entre vous qui sont issus de l'immigration, comment les politiques en immigration créent des obstacles aux immigrants francophones dans le nord de l'Ontario? Alors, Jean-Jacques, je pense déjà tu peux répondre à cette question. Donc, la question c'est, d'après votre expérience, pour ceux et celles d'entre vous qui sont issus de l'immigration, comment les politiques en immigration créent des obstacles aux immigrants francophones du nord de l'Ontario? Oui, peut-être avant de commenter, je crois la semaine dernière, j'étais sur le site de l'Immigration Canada. Là, on va aller sur le plan fédéral. Et il y a un article qui a fait ressortir que 80% des demandeurs de visa d'études venant d'Afrique francophone ont été refusés durant ces entre 12 et 24 derniers mois. Et les raisons sont plus ou moins standardisées et on a l'impression que c'est comme si c'était fait de façon volontaire. J'ai expérimenté ça parce que j'ai aidé 2 jeunes Camerounais à vouloir venir étudier ici. Et leur dossier, pour ma part, était bon parce qu'il était semblable au mien. Donc, lorsque je déposais ma part. Et la question était en train de se poser on se posait la question à savoir maintenant, est-ce qu'il ne serait pas intéressant de revoir les services qui sont offerts aux immigrants? Et quand maintenant, je reviens maintenant sur le plan plus pratique
depuis que nous sommes arrivés ou bien depuis que je suis arrivé dans cette localité, on a une prédominance anglophone. Tous les services qui sont mis en place sont en majorité anglophones et peu sont pour des francophones. Donc, on se rend compte que l'intégration devient encore plus difficile pour les immigrants francophones parce que vous n'avez pas assez de ressources. Là où ça essaye de la visibilité ou bien des services, on peut dire du gouvernement, que ce soit du provincial ou du fédéral, c'est au niveau des institutions, par exemple, du Service Canada, qui essaye de vous apporter des services en français et en anglais. Mais au niveau plus local, ça devient un peu plus compliqué parce que il n'y a pas un travail réel avec les employeurs. Par exemple, ici à Timmins, on commence à avoir une communauté, on est dans une communauté minière où on a des personnes qui quittent de l'Afrique, qui quittent de l'Europe, qui quittent même de Montréal pour venir travailler dans des zones minières. Et ce sont des francophones et des noirs. Mais il n'y a pas de service, par exemple, d'établissement. Pas qu'il n'y en a pas, il y en a, mais ce n'est pas assez, la promotion n'est pas faite au niveau où ça devrait être. On a le collège, par exemple, Boréal, qui se bat beaucoup dans ce sens, même l'université de Hearst. Mais cependant, on ne voit pas, il y a des centres culturels, mais on ne voit pas vraiment leur réel impact. Et je trouve que là, maintenant, ce sont des politiques qui doivent être redéfinies en termes d'intégration et de mettre en place une parité. Premièrement, aller auprès des employeurs et leur dire, nous sommes une nouvelle communauté où on accueille déjà des francophones qui viennent d'Afrique, qui viennent de part du Canada, et vous devez les employer, vous devez leur donner une chance parce que ce n'est pas parce qu'ils ne parlent pas encore l'anglais qu'ils ne sont pas des personnes compétentes. Mais il n'y a pas ce construit-là. Et aussi pouvoir créer des services au sein de la communauté qui aident. Parce que j'ai beaucoup de nouveaux étudiants qui arrivent et qui ont de la peine à pouvoir, par exemple, trouver un simple job étudiant. Parce que quoi? Ils disent, j'ai peur d'aller là-bas, peut-être au Tim Hortons, parce que c'est seulement en anglais et je suis sûr déjà qu'on ne va pas pouvoir m'accepter. Et moi, je vais peut-être dire, il y a certains qui sont passés par là et qui ont ces difficultés-là. Ma chance, à mon niveau, c'était que lorsque moi, je viens toujours me présenter, j'ai adopté ma technique. C'est genre, je pars déposer un CV, mais mon CV, je le dépose directement en anglais. Et lors de mon interview, j'ai dit, j'ai par exemple un atout, c'est que je suis francophone d'origine. Donc, et c'est ça qu'ils essayent. Mais ceux qui n'en ont pas, c'est quoi les alternatives que les services ou bien la communauté met en place pour pouvoir les aider à s'intégrer? Donc, ça, c'est revoir un peu ce dynamisme-là et ce système-là. Parce qu'au niveau fédéral, c'est dans les papiers, c'est sûr, c'est dans les bouquins, mais ce n'est pas appliqué au niveau local et il faudra trouver des alternatives. Moi, je trouve que le premier aspect, c'est d'abord recenser les types de services. Quel est le type de service qu'on donne en anglais et quel est le type de service qu'on donne en français et comment est-ce qu'on essaie d'équilibrer les choses avant de faire la promotion de ces éléments-là et de dire, voilà, francophone comme anglophone, vous êtes les bienvenus. Yes. Merci beaucoup, Jean-Jacques. Il nous reste 5 minutes. Alors, j'aimerais conclure en vous posant cette question. Pour vous, à travers tout ce qu'on a dit, donc je vous ai dit, on a parlé de crise identitaire, de barrières de la langue, on a parlé du coup d'immigration. Donc, quel conseil donnerez-vous à une personne, par exemple sur Facebook, peut-être qu'il y a une personne qui est, je ne sais pas moi, au Burkina, dans le beau pays des hommes intègres de Sandra, et qui est en train de regarder, il veut venir au Canada, parce qu'il y a des belles publicités, c'est le rêve américain, c'est l'Eldorado, l'argent tombe du ciel, donc tout est beau, tout est rose au Canada. D'accord? Parce qu'ils voient ça partout. Ils voient ça partout. Sur le site de l'immigration, c'est ce qu'on dit. On peut vivre entièrement en français au Canada. Et tout, et tout. Donc, quel conseil, je vais prendre vraiment 2 minutes chacun parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Quel conseil donnerez-vous à cette personne-là qui est en train de vous regarder, vous qui êtes dans le pays depuis plusieurs années? Quel conseil donnerez-vous? Je commence par toi, Amadou. Oui, ça, c'est une très bonne question. Avant de venir dans un pays, il faut vraiment s'informer. Moi, je dirais à la personne de prendre le temps de bien s'informer. C'est quoi vivre au Canada? Quelles sont les difficultés auxquelles sont confrontés les immigrants? Quels sont les problèmes auxquels je risque de rencontrer là-bas? Prendre le temps de s'informer véritablement.
Donc, ça aiderait. Moi, par exemple, en venant au Canada, je suis venu dans le cadre de en fait, l'immigration, il faut que les gens aussi comprennent, ce n'est pas le problème, c'est la solution. C'est la solution parce qu'il y a des programmes, des gens qui vont aller à l'étranger chercher des immigrants pour redynamiser le marché d'emploi, pour que les gens travaillent, l'économie, etc. Il y a beaucoup d'immigrants qui sont venus dans ce cadre-là. Donc, il faut aussi voir c'est quoi tes compétences. Quand tu vas au Canada, qu'est-ce que tu veux faire? Où est-ce que tu excelles? Est-ce que tu veux prendre suffisamment de temps aussi? Par exemple, ne pas avoir peur de retourner à l'école, faire 1 an ou 2 ans ou 3 ans pour ton diplôme pour mieux t'insérer. Ne pas arriver avec l'idée que j'arrive, c'est beau, tout est bien. Ça va créer un certain découragement après. Donc, je crois que s'informer, être patient, une fois qu'on est sur place, prendre le temps aussi au moins de faire 1 ou 2 diplômes pour mieux s'intégrer dans ça. Mais l'autre chose aussi, ce qui facilite, c'est surtout, comme je dis, prendre conscience que l'immigration, ce n'est pas du tout le problème, mais c'est la solution. Parce que ces programmes d'immigration sont organisés par les pays. Ils font venir des immigrants dans le cadre du développement, dans le cadre de l'économie. Il faut donner aussi la chance à ceux qui arrivent de vraiment s'intégrer et d'apporter le maximum d'eux-mêmes pour contribuer au développement économique des pays d'accueil et de s'intégrer à la longue. Donc, c'est ça que je voulais par là finir. Merci Amadou. Je te donne la parole, Sandra, quelques minutes avant qu'on conclue. Merci, Priscilla. Donc, très rapidement, je pense que je partage un peu aussi ce que Amadou disait en ce qui concerne le fait de s'informer. Pas seulement la pensée dominante qui est le Canada est merveilleux, c'est magnifique tout ça, mais il faut vraiment s'informer à travers les gens qui sont déjà là, mais aussi aller vraiment en ligne. Ça même le processus même de soi-même chercher est un atout en soi. Est un atout en soi. Et très sincèrement, que ce soit pour ceux de deuxième ou génération immigrants, la connaissance de soi-même. C'est vrai que c'est un cheminement, c'est un parcours, mais soi-même se connaître et être confortable avec qui on est nous aide beaucoup à faire face à l'influence des autres sur nous. Donc ça, vraiment, je pense que c'est déterminant. C'est déterminant dans ce cas-là. Oui, l'immigration, c'est une solution, mais aussi il faut savoir s'adapter. Lorsqu'on vient dans un pays à majorité anglophone, on est déjà conscient qu'on va arriver avec, à faire face à des difficultés d'intégration, surtout si on ne comprend pas anglais et surtout s'il n'y a pas les mécanismes adaptés pour ça, ou si c'est difficile. Parce qu'habituellement, ceux qui viennent, c'est pas qu'il n'y a pas de mécanisme, c'est qu'ils ne sont pas informés, ils ne savent pas en fait où se diriger. S'il n'y a pas des gens pour les diriger, si moi je ne suis pas là, on n'a pas eu la connexion sur Facebook, ils vont finalement se sentir un peu exclus parce que l'information n'a pas été communiquée. Donc peut-être vulgariser toutes les ressources qui sont nécessaires, qui sont accessibles. Et ça, je parle plutôt de ceux qui sont déjà là. Et aussi pour l'autre personne, faire vraiment beaucoup de recherche, avoir cette proactivité-là. Merci Sandra. La recherche, oui. Jean-Jacques, je te donne la parole. Oui, juste avant de répondre, je viens de constater que Carmen Robillard a juste mis des éléments de plus. Je vais juste préciser que oui, il y a des services pour des nouveaux arrivants, mais il y a une forte condition. C'est que ces services sont généralement plus offerts aux nouveaux arrivants, mais qui ont la résidence permanente. C'est ça. Moi, par exemple, en tant qu'étudiant international qui a un permis d'études ou bien qui a un statut temporaire, je ne peux pas bénéficier de ces services-là. Donc, comme je disais dans le propos, il y a véritablement encore revoir un peu les politiques à ce stade-là pour donner un peu, pas tous les services, mais au moins la majorité. Maintenant, pour répondre à la question de clôture, c'est tout simplement dire que je ne vais pas me placer parce que ce soit Sandra, que ce soit Dr Amadou, ils ont parlé de avant, mais moi je vais me parler de quand tu es déjà ou bien tu es déjà arrivé au Canada. Il faut avoir une posture d'autodétermination et de s'auto-motiver au quotidien pour dire que je suis une personne capable d'accomplir de grandes choses. Ça veut tout simplement dire que peu importe les difficultés, peu importe l'adversité qui va être en face de moi, je suis capable de réussir. S'il faut apprendre l'anglais, apprendre le chinois, apprendre
le russe, je vais l'apprendre parce que je dois réussir, parce que je suis arrivé au Canada je suis appelé à être une personne à réaliser des choses extraordinaires. Donc, il faudrait avoir cette posture-là. Et je pense que c'est aussi le début de quelque chose qui va te permettre de pouvoir réussir au Canada. Merci. Merci Jean-Jacques. On va finir avec Ali qui va répondre à la question. Oui, je veux dire, ce sera la même chose que tout le monde a déjà dit, de faire ses recherches, mais aussi, je vais mettre l'accent sur c'est la connaissance de soi, se rappeler qu'on est une personne qui est capable, qu'on est une personne qui a de la valeur, et puis que malgré les embûches, on a le droit de se défendre nous-mêmes, de mettre notre pied à terre et d'exiger le respect des autres, parce que si on ne l'exige pas de certaines personnes, ce n'est pas les autres qui vont nous le donner gratuitement. Donc, de se rappeler chaque matin en se levant qu'on est une personne qui a de la valeur, puis qu'on est important, tout simplement. Oui. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Merci à tous ceux qui nous ont suivis de Facebook et qui sont là sur le Zoom. Merci à Madou, Jean-Jacques, Sandra, pour toutes vos expériences. Vraiment, c'était super. Vous m'avez énormément appris et je me suis reconnue aussi dans des choses que vous avez partagées, dans ce que vous avez vécu. Donc vraiment, et comme vous l'avez si bien dit, tous les jours, faut se motiver et il faut se dire, c'est pas facile, mais c'est possible. Voilà. En tout cas, merci à tous. Je vais redonner la parole à Elsa qui va conclure l'événement. Merci beaucoup. Oui, merci pour cette discussion et je vous remercie de votre honnêteté et d'avoir partagé vos expériences, vraiment. Je suis sûre que tout le monde a apprécié. Donc, une dernière fois, merci beaucoup, Priscilla, Amadou, Jean-Jacques, Sandra et Ali. Un petit rappel que vous allez recevoir un questionnaire suite à cet événement et en le complétant, vous courez la chance de gagner de magnifiques prix mettant en valeur les superbes œuvres d'art de notre artiste invité pour ce caucus qui s'appelle Raven de Basby. Donc, suite à une brève pause, on va être de retour avec, c'est notre dernier panel et s'intitule BIPOC Health Matters, Pushing the Boundaries of Health Equity. En français, la santé des PANDC compte, donc pousser les limites de l'équité dans le milieu de la santé. Et ça commence à partir de 15 heures. Et c'est notre dernier panel, alors soyez-y. Et pour plus d'informations sur le caucus intersectionnel, veuillez consulter notre site web et garder un œil sur nos médias sociaux. Et finalement, je veux remercier nos commanditaires et je prends le temps de les nommer. Cambrian College, Canadian Mental Health Association, Sudbury, Manitoulin, le Centre de santé communautaire du Grand Sudbury, le Centre Victoria pour femmes, Coalition to End Violence Against Women, Collège Boréal, Futur Nord, Future North, Futur du Nord, Galerie du Nouvel-Ontario, Greater Sudbury Public Library, Mental Health and Addictions Program of Health Sciences North, the Nickel Refillery, Public Health Sudbury and Districts, Réseau Access Network, HIV, Hepatitis, Health and Social Services, Services sociaux et de santé pour l'hépatite et le VIH, Sudbury Action Center for Youth, SACY, SACY, Sudbury Workers Education and Advocacy Center, SWEAC, CIWAC, et le YWCA Sudbury. Donc, dans l'esprit du thème de la conférence « Voix de l'île de la Tortue amplifiée », parlez fort, restez fiers, nos voix seront entendues. Donc, merci merci de vous être joints à nous et bonne fin de caucus et passez une merveilleuse journée. Au revoir. Merci tout le monde. Au revoir. Ouais.